coordination commerciale chez Grâce à Voix WTW. Mais Grâce à Voix au démarrage, parce qu'effectivement, le nom de WTW est encore pas bien connu. On nous repère plus sous notre ancien nom qui est Grâce à Voix. Voilà, et j'ai le plaisir d'animer avec mes collègues aujourd'hui ce webinaire sur la maîtrise des risques à l'international. Bonjour à tous, Amélie Manouvrier, donc je suis chargée de compte international. Et voilà, également, j'ai le plaisir de partager cette heure et demie avec vous pour parler de l'assurance des risques à l'international, les différents montages qui peuvent se proposer à vous dans le cadre d'export ou dans le cadre d'une filiale existante à l'étranger. Bonjour à tous, Magali Leclerc, je suis responsable transport pour la région Sud-Est et donc la sachante, on va dire, technique de l'assurance transport. Et dès qu'on parle d'international, on parle évidemment de transport de marchandises. Donc, voilà, je saurais partager avec vous aussi mon retour d'expérience sur ce sujet. Bonjour à toutes et à tous, Nadia Perrault, conseillère internationale à la CCI de Savoie. Je suis en charge des secteurs industrie et tech et services avec mon collègue Lilian à qui je passe la main. Et je remercie juste avant l'ensemble de l'équipe de WTV pour cette occasion de nous faire part voilà, de ces sujets qui sont assez importants et techniques. Bonjour à toutes et à tous. Donc Lilian Millet, donc également conseiller international à la CCI de Savoie, donc membre de la Team France Export et du réseau Enterprise Europe Network. Je suis en charge des secteurs agrotech et art de vivre santé. Et c'est vrai qu'une nouvelle fois, merci beaucoup à WTW pour leur collaboration sur ce webinaire. Nous vous laissons commencer, mesdames. Merci. Donc, une petite introduction. Les entreprises qui souhaitent se développer à l'international ont plusieurs moyens pour le faire. Elles peuvent soit exporter depuis leur pays d'origine, elles peuvent s'implanter dans un pays étranger, donc créer une filiale ou racheter une filiale existante ou un revendeur, par exemple, ou parfois elles peuvent faire les deux. Donc aujourd'hui, en France, on compte plusieurs millions d'entreprises qui s'implantent de manière régulière à l'international. Elles sont en moyenne implantées dans 13 pays étrangers. On note les États-Unis en premier lieu, le Royaume-Uni dans un second temps, l'Allemagne et la Chine. Donc, pour une entreprise, s'implanter à l'étranger, c'est s'exposer à de nouveaux risques qui vont varier en fonction de la réglementation du pays, en fonction du produit qui va être vendu, créé ou vendu, et en fonction de plusieurs éléments qu'on va essayer de voir ensemble et de décrypter ensemble à travers ce webinaire. Donc, il y a d'abord un cadre réglementaire à respecter. Donc, notre présentation est axée toujours selon deux thèmes. Soit vous allez exporter à l'étranger, soit vous avez une filiale en cours de création ou déjà existante à l'étranger. Donc, à chaque fois, nous allons avoir le cadre réglementaire qu'on a essayé de synthétiser sur cette page de présentation qui va s'appliquer, donc qui est le suivant. C'est-à-dire qu'on va avoir des lois et des règlements qui vont tout d'abord s'imposer, puisqu'il y aura des choses obligatoires à assurer en local ou des choses interdites qui vont être exclues des contrats d'assurance. Donc ça, le courtier en est informé et il saura faire le nécessaire et vous conseiller au mieux pour mettre en place le fameux contrat d'assurance qu'on appelle également une police d'assurance. Et il y aura aussi un aspect très important qui est celui des taxes, puisqu'en fonction du montage du programme retenu, on verra ça plus tard dans le cadre donc là d'une filiale existante, d'une solution locale à mettre en place, il y aura des taxes à appliquer et pas n'importe lesquelles, on verra comment on peut procéder. Tout cela fait qu'il y a plusieurs cercles qui viennent donc s'imbriquer les uns les autres, comme vous pouvez le voir, afin de respecter la conformité à la fois des différents acteurs, à la fois donc du courtier, de l'assureur et de l'assuré. Donc le tout sert à veiller que le contrat de l'assuré soit en conformité avec les exigences de toutes les parties impliquées. Alors, pour continuer sur les contraintes réglementaires, on vous présente une carte du monde dans laquelle on a regroupé 5 grandes familles.
Alors, pour commencer, pour suivre la légende, les pays qui apparaissent en noir sont des pays qui sont soit soumis à sanctions, soit sous embargo. Donc là, tout simplement, comme l'indique la légende, le commerce y est interdit. Alors, je mets un petit bémol. Pour les pays qui sont soumis à sanctions, on vous a fourni la liste en annexe de cette présentation, on pourra s'arrêter dessus à la fin de la présentation. On peut avoir tout de même des accords des assureurs en fonction de l'activité exercée. Par exemple, pour du médical, on peut obtenir encore des accords des assureurs. Je mets un petit point sur l'actualité et sur donc, ce qui se passe actuellement en Ukraine, en Russie, en Biélorussie. Dans ces pays-là, ils sont soumis à sanctions à l'heure actuelle. Par contre, ce que l'on a observé lors des derniers renouvellements du 1er janvier auprès des assureurs, c'est qu'ils ont tendance, c'est que quasi tous les assureurs, il me semble qu'il y en a un peut-être qui ne le fait pas, excluent de la territorialité ces 3 pays-là, de facto. Donc du coup, ils sont traités comme des pays soumis à embargo. Les pays qui apparaissent en rouge, donc principalement, ça va être des pays en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Ces pays-là sont des pays qu'on va appeler non admis, non autorisés. Donc dans ces pays-là, si vous avez une police émise en France, l'assureur ne pourra pas envoyer de fonds pour indemniser, puisqu'on va parler du sinistre. Le jour du sinistre, l'assureur n'aura pas le droit d'envoyer des fonds dans ces pays-là pour payer une éventuelle indemnité. De ce fait, on est obligé de passer par une police locale. Pour les pays qui apparaissent en vert, alors ce sont des pays non admis autorisés, l'exemple du Canada, et on va regrouper dans cette famille-là les pays qui apparaissent en gris. Donc, ce sont des pays pour lesquels, sur certains risques seulement, on peut faire du non admis autorisé, pas tous. Donc, cela veut dire qu'on va pouvoir capter le risque directement depuis la France. Donc, en mettant la territorialité monde entier, on va pouvoir couvrir le Canada, les États-Unis, par exemple, directement depuis la France, sans solution locale. Et indemniser le jour du sinistre la filiale en direct. L'assureur sera autorisé à envoyer les fonds dans ces pays-là. Et pour finir, nous avons la catégorie des pays en violet. Certains sont assurés, la France notamment, mais bon, c'est violet. Ce sont les pays de l'espace économique européen, plus il y en a 3 en plus, il me semble, c'est l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein qui ne font pas partie de l'espace économique européen, mais qui sont compris en termes d'assurance dans cette famille-là, si je peux les appeler comme ça, de pays. C'est-à-dire qu'on va pouvoir capter le risque directement depuis la France sans émission de solution locale, puisqu'il y a des accords au niveau de l'assurance qui permettent un règlement depuis la France, par exemple, pour l'Allemagne, pour la Pologne ou le Portugal, peu importe. Et donc, en cas de sinistre, les fonds pourront être envoyés directement dans ces pays-là pour indemniser la filiale concernée. Changer. Donc, une fois qu'on a planté un petit peu posé un petit peu le décor réglementaire, alors de manière très, très rapide, évidemment, mais pour que vous ayez les idées un peu claires sur ce qu'il est possible ou pas de faire, l'entreprise donc, qui décide de se développer à l'international doit identifier ses risques. Donc, les différentes étapes de l'identification des risques, c'est d'abord d'analyser la situation. Donc, quel est le pays dans lequel je souhaite me développer, exporter ou m'implanter? Donc dans ce pays-là, il va y avoir des cadres légaux et de juridiction qui vont entrer en jeu dans la décision. Qu'est-ce que je vais vendre à destination de ce pays ou qu'est-ce que je vais vendre dans le pays? Quelle réglementation s'applique à ces échanges commerciaux? Donc, c'est vraiment de définir, poser les choses et définir la situation. Ensuite, il faut identifier les risques. Donc, une fois la situation établie, il faut se demander quels sont les risques qui sont liés à ce qu'on a décidé de mettre en place. Donc, les principaux risques peuvent être regroupés en 3 catégories et je reviendrai juste après, un petit peu plus en détail sur le slide d'après. La 3e étape, c'est de dire comment je vais maîtriser ces risques, quelles solutions je vais mettre en place, est-ce que c'est des solutions qui vont faire appel à l'assurance ou pas, sachant que l'assurance va être une solution d'accompagnement, mais elle ne doit pas être la seule dans l'identification, et dans la gestion des risques de l'entreprise, évidemment.
Donc, en termes d'identification des risques, on a les 3 catégories dont je vous parlais tout à l'heure. La première, c'est les risques qui sont liés aux collaborateurs. Donc, on entend par là tout ce qui est risque portant atteinte à leur santé, donc tout ce qui relève des accidents du travail, le décès, l'invalidité, les maladies. Mais il peut y avoir également des risques de kidnapping. Typiquement, si vous souhaitez vous vendre vos produits à destination d'un pays à risque ou implanter une filiale dans ce pays-là, il va falloir prendre des mesures pour éviter le kidnapping de vos salariés que vous allez envoyer à demeure ou faire des allers-retours avec la France. Et on verra plus tard qu'il y a aussi des contrats d'assurance qui vont permettre, alors qui n'éviteront pas le kidnapping, mais il y a toute une partie de gestion du risque autour qui va pouvoir, en tout cas, limiter le risque et le gérer si l'événement arrive. Donc ça, c'est vraiment la première catégorie de risque qui est la première, enfin, en tout cas, qui devrait être la première que l'entreprise doit mesurer puisqu'on touche aux collaborateurs. La seconde, c'est les risques qui sont liés aux responsabilités de l'entreprise, enfin de l'entreprise et de ses dirigeants. Donc, on y reviendra aussi plus tard, mais on va parler de responsabilité civile exploitation, donc pour l'exploitation de l'activité. La responsabilité qui est liée aux produits livrés, donc là aussi, elle va avoir une connotation différente en fonction du pays dans lequel vous vous implantez. La responsabilité liée aux fournisseurs, on y reviendra également. La responsabilité liée à l'environnement, due à l'activité de votre entreprise, quel est l'impact sur l'environnement et comment on peut se prémunir de ces risques. La responsabilité des dirigeants et la responsabilité de l'entreprise suite à une attaque cyber. Et enfin, la troisième catégorie de risques, ce sont les risques qui sont liés aux biens. Donc là, c'est les biens immobiliers de l'entreprise, donc l'usine, les machines, etc. Les biens donc mobiliers et immobiliers, tout ce qui est véhicule, les marchandises transportées, on y reviendra aussi tout à l'heure avec Magali, les événements naturels, donc là on est sur toute la partie dommages aux biens, et les attaques cyber, mais sous l'angle dommage. On verra tout à l'heure que lors d'une attaque cyber, il y a plusieurs typologies de risques qui vont rentrer en compte. Il y a la responsabilité de l'entreprise face à cette attaque et il y a les dommages qu'elle va subir elle-même et qui peuvent être indemnisés par un autre contrat. Donc pour poursuivre, on a établi on a distingué, comme on vous l'a dit en préambule, les exports que vous allez pouvoir réaliser à l'étranger et la création ou l'existence d'une filiale à l'étranger. Donc là, on va commencer par vous expliquer par rapport aux 3 points que Catherine a soulevés. Donc là, on va parler du déplacement des collaborateurs, le risque humain en premier, dans le cadre d'export à l'étranger. Donc voilà les choses auxquelles il faut que vous pensiez, que éventuellement vous mettiez en place en fonction de la situation. Donc tout d'abord, le risque qui concerne les collaborateurs lorsqu'ils vont se déplacer, que ce soit au niveau national ou à l'étranger. Dès lors que votre employé reçoit un ordre de mission et qu'il part en déplacement à la demande de l'employeur, vous pouvez mettre en place un contrat mission collaborateur qui va couvrir, d'une part, tout accident qu'il pourrait subir et les frais qui pourraient être engendrés, donc dans le cadre d'une hospitalisation, par exemple. Ça couvre également les frais pour la Covid-19. C'est important parce qu'il y a une période où c'était exclu. Maintenant, ça y est, les contrats le couvrent. Vous allez également pouvoir déclarer sur ces contrats-là des ayants droit et donc dans les cas extrêmes de décès ou d'invalidité permanente, voire temporaire également, un capital pourra être versé aux collaborateurs en fonction de ce qui aura été défini dans le contrat avec vous. Nous avons également des garanties sur ce contrat-là qui sont un peu plus qualifiées d'accessoires puisque ça vous permettra de réorganiser un voyage s'il a été annulé. Si vous avez perdu des papiers, des documents importants, on va vous donner, il y a des forfaits qui vous permettent de réétablir ces documents, etc. La deuxième partie à laquelle il faut penser sur le risque humain, ça va être la KR. Donc nous, on l'appelle comme ça pour pas trop, parce que c'est un terme qui fait un petit peu peur, c'est kidnapping et rançon. Donc, lorsque vous avez des collaborateurs qui sont amenés à se déplacer dans des pays sensibles, c'est tout ce qui est Amérique latine, Afrique, voilà, certains pays en Asie également, il faut penser à cette police-là. D'abord, parce qu'en amont, ça va permettre de faire beaucoup de
de prévention auprès des collaborateurs sur la bonne conduite à tenir lorsqu'ils se déplacent dans ces pays-là, les choses à ne pas faire. Et ensuite, si jamais par malheur l'impensable arrivait, vous aurez des experts qui seront mobilisés en quelques heures seulement, qui vont venir mener les négociations avec les ravisseurs, qui seront à même d'apporter donc une rançon pour la verser, et après récupérer le collaborateur et le mettre en sécurité, le rapatrier, etc. Donc là, c'est vraiment un service sur mesure, mais qui peut être vraiment nécessaire en fonction des pays où vous vous déplacez pour vendre vos produits. La deuxième partie, donc identifiée par Catherine tout à l'heure, concernait la responsabilité civile. Donc, lorsqu'on exporte des produits à l'étranger, le meilleur des conseils, en fonction des pays où vous êtes, c'est tout d'abord de bien penser à adapter la territorialité du contrat. Donc, si vous avez une territorialité France, il va falloir penser à l'adapter au monde entier, généralement, comme ça vous êtes plus confortable. Si après vous travaillez uniquement avec un seul pays, ben, vous pouvez voir avec votre assureur s'il est possible de dire France et Chine, par exemple. Voilà. Ensuite, en effet, si vous exportez dans des pays, comme on l'a vu tout à l'heure au début sur la carte du monde, qui sont soumis à sanctions, ces pays-là demandent des vérifications préalables, parce que la garantie n'est pas acquise de facto, comme on vous l'a expliqué, il y a la conformité à respecter. Donc, dans ce cas précis, il faudra absolument penser à informer votre courtier et votre assureur qui réaliseront les vérifications d'usage préalables et qui vous diront sous quelles conditions il est possible d'assurer un marché avec un pays qui serait soumis à sanctions. Donc, ne pas oublier ce point-là. Enfin, on vous invite vraiment, lorsque vous travaillez avec des fournisseurs, à vérifier comment ils sont assurés. Donc, pour ce faire, il y a une façon très facile, c'est de leur demander une attestation. Une attestation avec les montants de garantie dont ils disposent. Vous pouvez vérifier ce qui est couvert exactement. En règle générale, en responsabilité civile, comme on assure également des activités, ça vous permettra également de vérifier pour quelles activités ils sont couverts. Ça peut paraître anodin, mais nous, on a déjà vu des choses qui sont incohérentes. Donc, n'oubliez pas ce point, c'est très important. Pour celles et ceux qui souhaiteraient travailler avec les États-Unis, c'est un marché un petit peu spécifique. Donc, on a fait un focus sur ce pays-là parce qu'il y a des choses à savoir un petit peu particulières. C'est un pays où les réclamations arrivent très vite, on va dire. Donc, il y a des choses à mettre en place et auxquelles il faut penser, notamment en ce qui concerne les dommages immatériels. Donc, les dommages immatériels non consécutifs, pardon, aux États-Unis, ça s'appelle, sur base loss of use, c'est les pertes financières pures, c'est-à-dire vous n'aurez pas pu, la perte de jouissance en fait de quelque chose. Par exemple, je m'explique, je vais vous donner un exemple pour être un peu plus concret. Vous avez votre véhicule qui a été accidenté, vous ne pouvez plus vous en servir, donc vous allez devoir prendre un taxi pour vous rendre au travail ou vous allez devoir louer un véhicule. Exemple, voilà. Là, on est dans les dommages immatériels non consécutifs, donc on va rentrer sur cette garantie loss of use aux USA. Donc, il faut bien penser à l'intégrer au contrat parce qu'elle est un peu coûteuse, donc elle n'y est pas de facto. Voilà. Ce qui est également la même remarque, une autre garantie coûteuse aux États-Unis, ce sont les frais de retrait et de dépose-repose. Que ce soit engagé par les tiers ou par l'assuré, si vous ne les négociez pas, ils ne seront pas forcément intégrés dans la police. Et enfin, il y a une particularité avec cette clause aux USA, qui est la clause qu'on appelle vendors. Donc, ça veut dire que si vous vendez vos produits par un distributeur en local, les distributeurs ont tendance à ne pas vouloir endosser la part de risque du vendeur, et donc ils exigent que cette clause soit mise en place pour se protéger. Ça veut dire quoi? C'est que ça veut dire qu'en fait, ils n'acceptent pas s'il y a un défaut de produit ou de conception, ce n'est pas leur contrat eux qui sera mobilisé, mais bien le vôtre. Voilà. Donc, si jamais vous entendez parler de cette clause vendors-là, elle est assez typique et classique. Vous aurez du mal à vous y opposer aux États-Unis. Vous n'aurez pas le choix, mais au moins vous saurez ce que c'est. Si on passe sur la troisième catégorie identifiée par Catherine tout à l'heure, donc c'est la protection des biens. Alors, juste avant de céder la parole à Magali sur la partie marchandises transportées, un tout petit point sur les dommages aux biens. Donc, il est possible qu'en exportant à l'étranger, vous ayez du stock qui se trouve à l'étranger, par exemple chez un logisticien ou chez un client, pourquoi pas.
Donc, dans ce cas-là, comme pour la responsabilité civile, soyez vigilants au niveau de la territorialité du contrat. Et il existe une garantie qui est très pratique et qui s'appelle le flottant et qui va vous permettre de couvrir du stock qui va être présent n'importe où dans le respect de la territorialité du contrat, prévu au contrat. Donc, si vous avez une territorialité monde entier, vous pouvez avoir un stock présent n'importe où dans le monde. Il sera couvert au titre de cette limite qui aura été négociée, appelée flottant. Je cède la parole à Magali sur la partie marchandises transportées. Oui, alors concernant la marchandise transportée en préambule, je voulais faire un petit rappel concernant ce qu'on appelle la responsabilité du transporteur. Contrairement à un certain nombre d'idées reçues, les transporteurs n'assurent pas la marchandise qui leur est confiée, mais assurent uniquement leur responsabilité. Et ces responsabilités sont limitées en termes de montant par des lois et des conventions internationales. Et c'est ce qu'on appelle les limitations légales de responsabilité. À titre d'exemple, pour les transports terrestres en France, ces limites sont fixées par ce qu'on appelle le contrat type. Et pour les envois de moins de 3 tonnes, c'est 33 € du kilo et 1 000 € par colis, une palette filmée étant assimilée à un colis. Donc, si vous confiez une marchandise qui vaut 15 000 € à un transporteur et qui vous perd la palette en France, dans le meilleur des cas, il vous indemnisera 1 000 €, alors que la valeur réelle, c'est 15 000. Donc, il y aura une perte significative pour votre compte. Nous avons repris d'ailleurs les principes de limitation en annexe. Vous pourrez vous y référer si besoin. Donc, ça, c'est le premier préambule. Et en plus, les limitations légales s'appliquent uniquement si la responsabilité du transporteur est avérée. Donc, s'il n'est pas responsable ou s'il invoque le cas de force majeure, il ne vous indemnisera pas. Donc, ça, c'est un point aussi qui est important. Donc, aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité éventuellement de prendre, pour pallier à ça, des assurances auprès du transporteur qu'on appelle des assurances ad valorem, mais ces assurances sont coûteuses, non sécurisées puisque vous n'avez pas la certitude que le transporteur prenne correctement l'assurance auprès de son propre assureur. Et en cas de sinistre, vous n'avez personne pour défendre vos intérêts. Et par expérience, l'assureur du transporteur défendra avant tout les intérêts de son client, donc du transporteur, plutôt que les vôtres. Et donc, c'est là qu'interviennent les contrats qu'on appelle marchandises transportées ou facultés. Donc, c'est des contrats d'assurance qui permettent de couvrir les pertes et ou les dommages matériels en cours de transport lorsque vous confiez la marchandise à un transporteur, mais également lorsque vous les transportez dans vos véhicules, par exemple. Donc, par rapport à la notion d'exportation, soit ces contrats, vous les avez déjà, et auquel cas, comme l'a évoqué Amélie juste avant, il conviendra d'adapter la territorialité de votre contrat. Admettons que vous étiez en France et que donc vous passez à l'international, il faudra que votre contrat soit avec une territorialité monde entier ou avec la liste des pays avec lesquels vous travaillez. Soit ce contrat n'existe pas, et à ce moment-là, vous pouvez évidemment étudier sa mise en place. Et par expérience, surtout quand on fait de l'international, ça veut dire qu'on utilise un certain nombre de moyens de transport. Ça peut être de l'aérien, du maritime, avec avant du post-acheminement terrestre, avec ce qu'on appelle des ruptures de charge à chaque fois que la marchandise change de mode de transport. Donc en fait, l'exportation ou l'importation de produits aggrave les risques en cours de transport, et donc nous, on préconise fortement la mise en place de ce type de contrat. La particularité d'un contrat marchandise transportée, c'est d'intervenir lorsque vous avez ce qu'on appelle un intérêt assurable, c'est-à-dire lorsque le contrat de vente et ou les incoterms placent le risque à votre charge. À titre d'exemple, si vous vendez CIF port Shanghai, par exemple, vous êtes responsable du transport et de l'assurance jusqu'au port d'arrivée à Shanghai, et le post-acheminement de Shanghai jusqu'à destination finale doit être assuré par l'acheteur. La notion d'incoterm est vraiment primordiale en transport. Aujourd'hui, on a 11 incoterms sur la version 2020. On en a 2 qui imposent l'assurance, et pour les autres, c'est plus un usage. Et l'usage dit que le transfert de risque et le transfert d'assurance se fait au même moment. La CCI de Savoie fait régulièrement des formations. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les incoterms, et la prochaine a lieu fin février. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe de la CCI si vous souhaitez assister à ce type de formation. Comme pour les autres risques, rentre également en ligne de compte la notion de pays sous sanction et également d'obligation d'assurance locale. Aujourd'hui, on a un certain nombre de pays qui sont soumis à sanctions et qui sont exclus par défaut dans les contrats d'assurance. Certains sont rachetables, d'autres pas. Ça dépend de la nature du produit, du pays,
un certain nombre de choses, et aussi de l'assureur, parce que les assureurs ont aussi des traités de rassurance qui sont différents, donc ils ont plus ou moins de souplesse en fonction des pays. Un autre point, c'est la notion d'obligation d'assurance locale. Même si vous exportez uniquement et que vous n'êtes pas implanté dans les pays, dans certains pays, vous devez assurer votre marchandise dès lors qu'elle arrive au port ou à l'aéroport d'arrivée. C'est le cas de nombreux pays d'Afrique, dits pays CODCIMA, donc c'est essentiellement l'Afrique francophone, où l'assurance est obligatoire dès lors que la marchandise arrive sur le territoire africain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours, mais c'est important parce que sinon, vous vous exposez à des marchandises bloquées sous douane, à des redressements fiscaux et autres. Donc, un point important de vigilance et d'étude en amont de vos flux. Et là, par contre, vous pouvez du coup jouer sur l'incoterm. Si vous ne voulez pas supporter ce risque-là, vendez sur un incoterm qui laisse l'assurance à la charge de l'acheteur, ce qui vous permettra de pallier à cette problématique d'obligation d'assurance locale. Quelques points de vigilance quand on parle de transport, parce que l'assurance est un point qui aide à la gestion du risque, mais pas uniquement. C'est l'emballage, évidemment, d'utiliser un emballage approprié, ce qu'on appelle usuel, donc qui permet de couvrir un transport dit normal. Donc, il y a un certain nombre d'organismes qui peuvent vous aider là-dessus. Vous avez aussi possibilité de faire appel à des experts spécialisés en transport qui peuvent venir faire de la prévention pour vous aider dans votre conditionnement, la façon dont vous allez emballer vos marchandises, utiliser peut-être des emballages neutres si vous avez des marchandises très sensibles au vol pour ne pas attirer l'œil, etc. Vis-à-vis de vos transporteurs, nous, ce qu'on vous préconise aussi, c'est de choisir idéalement des transporteurs qui sont connus et reconnus et de surtout pas oublier de leur demander leur attestation d'assurance responsabilité civile. Comme avec des fournisseurs, ça vous permettra d'avoir la certitude qu'ils sont correctement assurés. Vous pouvez aussi négocier avec eux des contrats, ce qu'on appelle des contrats cadres ou des cahiers des charges, qui définissent clairement les responsabilités de chacun et qui les responsabilisent un petit peu davantage. Et en complément du point qu'a abordé Amélie tout à l'heure sur la partie dommages aux biens, il faut savoir que dans les contrats marchandises transportées, on peut faire des extensions stockage. C'est des contrats qu'on appelle stock and transit, qui permettent de couvrir, en plus du transport, le stockage chez des logisticiens. Alors, ces contrats sont essentiellement dédiés à tout ce qui est importateur, exportateur, donc des personnes qui justement n'ont pas d'entrepôt en propre, que ce soit en France ou à l'étranger. Après, quelques points de vigilance, il faut veiller à l'équilibre entre le risque de transport et le risque de stockage. Donc, si vous avez des très gros montants en stock et un très peu faible risque de stockage, ce type de produit ne sera pas adapté. Les montants sont donc aussi limités et contrairement à une assurance dommage aux biens purs, typiquement, on ne couvrira pas la perte d'exploitation. Voilà. Donc, c'est quelques petits points d'intérêt et de vigilance à voir sur ce type de contrat. Je peux changer, je pense. Donc là, on passe maintenant dans le cas de l'existence ou la création d'une filiale à l'étranger. Donc on revient toujours sur le même suivi avec le risque humain, la responsabilité civile et le dommage aux biens. Donc en ce qui concerne le déplacement des collaborateurs, tout ce qui a été dit précédemment sur l'export est également valable pour cette partie-là. Ce qu'il faut rajouter en plus, donc, c'est que là, vous pouvez peut-être avoir à mettre en place une police locale, notamment si vous êtes implanté dans des pays non admis, non autorisés, parce que là, on parle de l'humain. Donc, si vous avez un collaborateur en Chine, au Brésil ou en Inde, et que vous avez opté pour une solution de couverture depuis la France, vous n'allez pas pouvoir bénéficier, vous n'allez pas pouvoir rembourser directement les personnes concernées. Donc là, on va passer par une solution locale pour que les frais soient indemnisés directement en local. D'accord? Et ce qui est important, c'est de savoir si vous avez des expatriés là-bas aussi. Dans le cas où vous ayez des expatriés, il faut penser à adapter votre contrat et à ajouter cette catégorie parce que ça leur permettra de bénéficier du volet RC vie privée. Donc, tout ce qui va pouvoir leur arriver lorsqu'ils ne sont pas en train de travailler. Enfin, dans certains pays, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, je pense à eux, il y a des assurances obligatoires en ce qui concerne les accidents du travail, qui s'appelle la Workers' Compensation, et c'est géré par le secteur assurantiel. Ce n'est pas géré comme en France par l'État. Donc, il faut absolument faire le nécessaire pour que ce soit mis en place dans le respect, encore une fois, des réglementations locales. Donc, lorsque vous allez vous
décidez de vous installer à l'étranger, vous allez avoir plusieurs options. Soit vous allez reprendre des locaux existants, soit vous allez décider de construire vos propres locaux, votre propre usine, pour qu'elle soit vraiment à l'image de vos besoins. Donc, le choix va être fait depuis le siège en France. Vous allez définir le pays et la localisation du chantier va, elle, vraiment définir la situation de risque. Et donc, de là, vont découler les obligations ou pas en termes d'assurance à prendre en termes de construction. Dans certains pays, il y aura certaines obligations telles qu'on connaît en France, comme les dommages ouvrages, enfin des garanties bien spécifiques. Et vous allez pouvoir, en fonction du pays, soit souscrire ces polices d'assurance dans le pays directement, soit les souscrire depuis la France pour un effet sur la construction dans le pays en question. En fait, assurer votre ouvrage, c'est vraiment protéger votre investissement, puisque s'il arrive un sinistre pendant la construction du bâtiment, si vous n'avez pas pris de garantie spécifique de type tout risque chantier, par exemple, ou tout risque montage essai pour la dernière partie qu'on voit juste après, il va falloir trouver qui est le responsable, faire des recours contre les entreprises qui vont intervenir et c'est souvent assez complexe pendant qu'on est en cours de construction et que plusieurs entreprises interviennent en même temps sur le chantier. Donc, la préconisation, c'est de protéger votre investissement en le sécurisant par une police d'assurance. Donc là, on parlait de la partie bâtiment et c'est à peu près la même chose sur la partie des équipements. Vous allez vouloir installer des équipements, des lignes de production, des choses comme ça. Donc, l'installation des équipements peut également être couverte par un contrat qu'on appelle tout risque montage essai et qui va aller jusqu'à la mise en fonctionnement des équipements. Et une fois que le chantier est finalisé, réceptionné et que les équipements sont installés, testés, alors on basculera la totalité du projet sur le contrat dommage aux biens et les assurances construction arrêteront leurs effets. Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Catherine pour vous indiquer qu'en général, enfin, quand c'est possible, on essaye de coupler des contrats transport et montage d'essai, soit avec le même assureur, soit avec des clauses dites 50-50 ou clauses de raccord pour éviter un trou de garantie entre le moment où l'équipement est transporté et arrive sur site et le moment où il est installé. Donc ensuite, les risques, toujours dans le cadre d'une création d'une entité à l'étranger, les risques auxquels dont il faut se préoccuper, c'est tout ce qui est responsabilité civile. Donc à l'image de l'activité que vous avez en France, la responsabilité civile est de plusieurs ordres. Donc la responsabilité civile exploitation d'abord, ça concerne donc les risques encourus pendant l'exploitation de votre activité, c'est-à-dire pendant la réalisation de la prestation ou la vie courante de la société. Ou ça peut être également, vous avez un salarié qui se déplace chez un tiers ou un client ou un fournisseur dans le pays en question, cause un dommage à ce fournisseur-là, c'est votre volet RC exploitation qui va fonctionner. Ensuite, c'est la garantie des RC des produits livrés ou RC Pro pour tout ce qui est travaux, prestations intellectuelles. Donc là, vous allez livrer votre produit qui va peut-être causer un dommage et avoir des conséquences sur des tiers. C'est ce volet-là qui sera mis en cause. Et là, à l'image de ce que disait Amélie tout à l'heure sur les exportations, il faut également faire attention à la territorialité. Donc, soit de la police locale que vous aurez mise en place dans le pays en question, soit du contrat France qui couvrirait votre entité dans le pays dans lequel vous souhaitez vous développer. Alors, sur la partie responsabilité civile, la préconisation, même si tout à l'heure Amélie disait qu'on pouvait assurer certains risques selon la formule libre prestation de services lorsqu'ils étaient notamment en Europe, nous, notre préconisation, c'est quand même systématiquement pour la partie responsabilité civile de mettre en place des polices locales spécifiques parce que les différentes réglementations et des différents pays dans lesquels vous
pourriez avoir envie de vous implanter varie et c'est un petit peu plus complexe. Les sinistres responsabilité civile, de manière générale, sont toujours plus complexes qu'un sinistre dommage aux biens où, en général, ça brûle, on indemnise, on reconstruit. Enfin, je schématise un peu, mais en responsabilité civile, il y a une recherche de responsabilité, il y a une recherche des causes, des coûts liés, etc. Donc, c'est bien plus complexe. Ensuite, il y a la responsabilité civile donc des fournisseurs. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est également valable sur la partie implantation à l'étranger. Donc assurez-vous bien que les fournisseurs avec lesquels vous travaillez sont suffisamment couverts pour, les marchés que vous entretenez avec eux. Parce qu'en cas de réclamation à votre, égard, la responsabilité peut venir du fournisseur, mais c'est vous qui avez livré le produit qui serait mis en cause en premier lieu. Donc, pour que vous puissiez, vous ou votre assureur, effectuer un recours contre le fournisseur qui serait responsable, il faut vous assurer au préalable que ces couvertures d'assurance soient déjà actives et suffisamment importantes pour couvrir vos intérêts. Ensuite, en ce qui concerne les USA-Canada, donc effectivement, un petit focus, il y a une pratique un peu particulière aux USA-Canada qui est de désigner en tant qu'assuré additionnel sur la police locale, enfin d'être désigné vous-même en tant qu'assuré additionnel sur la police locale de vos fournisseurs ou de vos clients. Alors c'est un accord à avoir, une discussion à avoir avec eux, mais ça facilite également les recherches de responsabilité par la suite et c'est un seul et même contrat qui pourrait avoir à intervenir. On a ensuite le volet RC Environnement. Donc là, il faut au préalable vérifier la législation locale en vigueur dans le pays dans lequel vous souhaitez vous installer. Regardez s'il y a un équivalent de ce qu'on a en France qui est le classement ICPE et qui va définir si votre activité vous expose l'environnement à un risque. Alors, il y a plusieurs catégories en France. Il y a les entreprises qui sont soumises à autorisation, d'autres à déclaration, et il y a les Céveso, seuil bas, seuil haut. Enfin, il y a plusieurs niveaux de classification. Et dans certains pays, alors il y a des pays qui ne sont pas du tout matures sur le sujet, où il n'y a pas particulièrement de réglementation. C'est quand même de moins en moins le cas parce que l'environnement est aujourd'hui une préoccupation pour tout le monde. Et donc, il faut s'assurer que dans le pays où vous vous installez, quel est votre classement et quelles sont vos obligations en termes d'assurance en face. Ensuite, il y a la responsabilité civile des dirigeants. Donc là, ce sont des garanties qui vont viser à couvrir tous les dirigeants de l'entreprise. On parle de dirigeants de droit ou de fait. C'est-à-dire, les dirigeants de droit, c'est le directeur des achats, le directeur juridique, voilà, c'est des personnes qui ont le titre de dirigeant. Et les dirigeants de fait, cette catégorie va regrouper toutes les personnes qui vont être amenées dans la vie de l'entreprise à prendre des décisions qui vont engager l'entreprise ou les collaborateurs dans le cadre de leurs fonctions. Et donc, en cas de réclamation sur une personne physique, qu'elle soit dirigeante de fait ou dirigeante de droit, les contrats peuvent venir couvrir les frais de défense en cas de mise en cause. Et enfin, le dernier volet en termes de responsabilité civile, c'est la partie cyber. Donc, en gros, c'est la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des tiers donc après une attaque cyber, en cas de vol ou de perte des données. Donc, les tiers vont pouvoir se retourner vers l'entreprise en disant que la sécurité des données n'a pas été suffisante, l'attaque a eu lieu et donc leurs données sont évaporées ces eaux. Donc, l'entreprise a une responsabilité face à ça et qui peut également s'assurer. Alors, jusqu'à présent, on pouvait la faire couvrir dans le cadre des contrats responsabilité civile. Aujourd'hui, avec la multiplication des événements cyber, des attaques cyber, les assureurs ont un petit peu le pied sur le frein et s'orientent plus vers la souscription de contrats, orientent plus les entreprises vers la souscription de contrats cyber qui vont regrouper les plusieurs volets, donc le volet RC, le volet dommage dont on va parler juste après. Et ça devient aujourd'hui de plus en plus des exclusions dans le contrat RC propre de l'entreprise.
Donc, pour poursuivre toujours sur la création d'une filiale à l'étranger, sur la protection des biens. Donc, tout à l'heure, on parlait des stocks à assurer. Là, si vous avez une filiale à l'étranger, vous auriez des locaux, des bureaux ou une usine. Donc, dans les deux cas, il faudra assurer, d'une part, les dommages qui pourraient être causés à vos biens, que vous soyez propriétaire ou locataire. Et donc, dans ce cas-là, vous allez nous déclarer des valeurs au titre du bâtiment ou des risques locatifs si vous êtes locataire, au titre des équipements qui sont sur place et des stocks. On va calibrer une police d'assurance en fonction des éléments que vous nous fournirez. Et également, lorsque vous avez un sinistre dommage aux biens qui survient, vous allez avoir un arrêt temporaire ou plus long de votre production. Donc, on va passer sur le volet perte d'exploitation. Donc, ça fait un seul et même contrat, dommage aux biens et perte d'exploitation, puisque les pertes d'exploitation doivent être consécutives à un dommage aux biens. Et donc, à ce moment-là, on va calibrer en fonction de la marge brute réalisée le montant qui pourrait vous être indemnisé potentiellement. Donc ça, c'est un premier contrat à avoir en tête au niveau de la protection des biens. On peut également parler du volet automobile, hein, puisque tout véhicule immatriculé doit être assuré dans le pays où il roule, à minima pour les dommages causés aux tiers. Donc là, on ne peut pas mettre de programmes internationaux, donc là, on passerait par une police locale à mettre en place auprès d'un courtier local. Nous, on a notre réseau à votre disposition si nécessaire, qui viendrait assurer les véhicules. Alors oui, juste petit complément sur la partie auto. En effet, il n'est pas complètement impossible, mais c'est extrêmement rare de déployer des programmes internationaux sur la partie flotte auto, parce que les assureurs aujourd'hui, déjà, il y en a peu qui le proposent. On est vraiment sur du risque purement local, avec des spécificités purement locales. L'assurance doit être émise dans le pays dans lequel circule le véhicule. On peut, mais de manière assez rare, déployer des programmes lorsque les flottes de véhicules dans les pays dans lesquels vous souhaitez vous implanter sont importantes. C'est-à-dire importantes, on parle de l'ordre de 200 ou 300 véhicules par pays. Donc on commence à être déjà sur des entreprises qui commencent pas simplement à s'implanter à l'étranger, mais qui y sont déjà depuis un moment pour avoir besoin de 300 véhicules de fonction dans chacun des pays. Mais Ça reste très rare. ça reste J'ai dit que plutôt. c'était, voilà, c'est vrai, Ouais, tu as ouais. raison de préciser. Voilà, non, mais c'était juste la petite précision et effectivement, le certificat d'assurance, comme le disait Amélie, doit être émis dans le pays dans lequel circule le véhicule. Sur le volet marchandises transportées, en complément de ce qui a été dit précédemment, on a, au même titre que dans les autres branches d'assurance, des obligations d'assurance locale dans certains pays. Alors, c'est parfois un peu moins que, par exemple, en RC, mais on a des pays qui sont les mêmes, type le Brésil, la Chine, l'Inde, où la législation locale impose la mise en place d'un contrat dans le pays, notamment pour couvrir ce qu'on appelle les flux domestiques ou les flux inland, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Donc, pareil, dans le cadre de l'analyse des risques, d'être attentif aux pays concernés pour voir s'il y a ou pas obligation d'assurance locale. Pour revenir sur les contrats dommages aux biens et pertes d'exploitation, il y a une particularité qui couvre les événements naturels. Et parfois, dans certains pays, on a des pools, c'est ce qu'on appelle exactement des fonds, qui sont obligatoires, dont la contribution est obligatoire. Donc, on vous a mis quelques exemples avec des pays, par exemple aux États-Unis pour les cyclones. Il y a un fonds spécifique obligatoire, notamment en Californie. En Turquie et au Japon, il y a des fonds spécifiques également obligatoires parce qu'ils sont situés sur des failles sismiques, donc pour le risque de tremblement de terre. En Allemagne, par exemple, pour vous citer également un dernier exemple, il y a un risque de vague submersible, donc il y a un fonds obligatoire pour ce qu'on appelle le Sturmflut. Voilà. Pour terminer, pour compléter ce qu'a dit précédemment Catherine sur le risque cyber, donc elle a parlé de la partie responsabilité civile avec le vol des données. On peut avoir également, donc sur ce contrat spécifique, hein, comme l'a dit Catherine, puisque les assureurs excluent le risque cyber maintenant, que ce soit des contrats responsabilité civile ou dommages aux biens, vous pourrez, si vous bénéficiez d'un contrat spécifique cyber, d'indemnité en cas d'arrêt de l'exploitation de votre entreprise suite à une attaque cyber. Alors juste un petit complément, ce sont des contrats qui sont
compte tenu de l'augmentation significative des sinistres enregistrés, c'est des contrats qui sont de plus en plus complexes à mettre en place. Les assureurs font un petit peu des réglages. On pouvait jusqu'alors, et ça va dans la partie dommages aux biens, assurer également le paiement des rançons. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on trouve des solutions. Par contre, il faut que les entreprises, que ce soit en France ou à l'étranger, mettent en place des process de sécurité pour éviter en fait que l'attaque arrive, puisque les hackers sont de plus en plus performants. Et donc, pour pouvoir avoir accès à un contrat spécifique cyber, il faut mettre en place de la prévention, tout comme on l'entend en dommages, la prévention des sprinklers, des RIA, etc. Mettre bien plein de choses en place pour que l'incendie n'arrive pas. Eh bien, c'est la même chose sur la partie cyber. Il faut mettre en place des choses pour que les hackers ne rentrent pas ou en tout cas leur rendre la vie plus difficile. Donc là, on va passer sur la troisième partie de cette présentation qui consiste à vous présenter, là on est vraiment dans le cas où vous ayez une filiale à l'étranger, les différentes solutions qui s'offrent à vous en fonction du pays où vous allez être implanté pour couvrir votre risque. Donc là, on fait une petite synthèse des solutions et on fera après un focus sur les pages suivantes au niveau de chacune des solutions. Donc sur la première solution, en fait, ça consiste à émettre une police locale dans le pays où vous allez être implanté. Donc ça veut dire que la police locale va être gérée dans ce cas de figure-là par la filiale. La maison mère n'a pas à interférer. On laisse la liberté à la filiale locale de gérer ses assurances. Dans les pages suivantes, on verra les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. Là, je fais juste une petite synthèse de présentation. La libre prestation de service, la LPS, dont a parlé tout à l'heure rapidement Catherine, ça consiste à couvrir directement, donc on va parler de la France, puisqu'on est en France, depuis la France. Donc, la France, c'est la police master qu'on émet donc, depuis le pays où il y a la maison mère, va vous permettre de couvrir l'ensemble des pays où vous seriez implanté, qui font partie toujours de l'espace économique européen, toujours attention, sans émission de solution locale. Donc, on couvrirait ces risques-là directement depuis la France et en cas d'indemnité, on verse directement aux filiales. Sur la troisième solution, c'est la même chose que la solution 2, il n'y a pas de solution locale émise. On est sur des pays non admis autorisés et donc il y a des accords qui permettent de couvrir directement, pareil, depuis la France, ces pays-là. On verra après, là, sur le montage, les inconvénients et les avantages. Et enfin, sur la quatrième solution, donc là, on est dans des pays non admis, non autorisés, et donc on est obligé de passer par une solution locale. Alors, on parle de police locale intégrée, pour déchiffrer un petit peu notre vocabulaire, lorsque la police était mise auprès du même réseau que l'assureur de la police master. Donc, par exemple, si vous avez un assureur RC qui s'appelle AIG, admettons, il faudra que l'assureur local de votre filiale soit celui du réseau d'AIG. Donc là, on sera sur une police locale intégrée. On verra pareil les avantages et les inconvénients juste dans quelques minutes. Je te laisse avancer, Catherine. Donc sur la solution 1, donc la solution 1, peu importe le pays où vous êtes. Si vous avez décidé, par exemple, vous êtes dans l'espace économique européen, en Allemagne, et vous avez décidé que c'était les Allemands qui géraient leur programme d'assurance, vous pouvez vous passer de la LPS. Vous leur dites, vous êtes libre, vous gérez vos contrats. Ça peut être pareil dans des pays non admis, non autorisés, en Inde, par exemple. Donc, l'avantage que présente cette solution-là, c'est de toute évidence que vous allez être dans le respect le plus complet des obligations locales, puisque donc, vous allez avoir un intercalaire, enfin la police va être émise sur la base des pratiques usuelles du marché. Ça, c'est la première chose. Ça va également vous permettre d'impliquer la filiale au quotidien, donc dans la gestion des contrats d'assurance. Les deux gros points faibles, c'est justement que, à l'inverse, si la filiale est impliquée, ça veut dire que la maison mère va être un petit peu en retrait des décisions qui pourraient être prises potentiellement et certainement moins au fait de ce qui est assuré en local. Et surtout, vous n'aurez pas forcément une bonne visibilité sur la fiabilité de l'assureur en local. C'est-à-dire que si c'est un assureur dont la notation, le rate, n'est pas bon, vous ne serez pas forcément au courant.
Nous, quand on fait des polices locales intégrées, c'est l'inverse. On s'assure du partenaire qu'on sélectionne. Voilà. Donc ça, c'est pour vous résumer ce qui est dit là sur ce slide-là. Lorsque vous souhaitez passer par une solution, je le répète, une solution locale qu'on va appeler coordonnée, c'est écrit là, une police locale coordonnée, ça veut dire qu'elle est déconnectée du réseau de l'assureur qui est en place pour la master. C'est la filiale qui gère en toute autonomie son contrat d'assurance. Solution 2. Donc la solution 2, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la libre prestation de services pour les pays de l'espace économique européen, plus les 3 qui sont cités, Norvège, Islande et Liechtenstein. Donc au niveau des avantages, évidemment, on a un seul assureur, c'est le même que l'assureur de la police master. On a une police unique émise en France. Et surtout, on a, en cas de gestion des sinistres, tout est centralisé depuis la France. Là, ça va permettre au risk manager, le risk manager, c'est celui qui est en charge des programmes d'assurance en France, d'avoir une visibilité complète et en temps réel et d'avoir un suivi optimal de ce qui se passe à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Au niveau des inconvénients, on en note un sur cette solution-là, cela concerne l'émission des attestations d'assurance. Si vous êtes, encore une fois, en Allemagne ou au Portugal, on pourra émettre des attestations en anglais ou en français, mais on ne pourra pas émettre en allemand ou en portugais. Parfois, ça peut un peu frustrer les filiales de ne pas avoir accès à leur langue maternelle. Après, j'avais mis un petit peu plus de détails sur les slides, mais c'était pour éviter de les lire et de rendre la présentation un peu plus active. J'essaie de synthétiser ce qui est dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller. Sur la solution 3, donc la solution 3, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça rejoint la LPS, c'est-à-dire qu'on couvre directement les biens, on couvre directement la filiale depuis la France sans émission de solution locale. Donc là, on va avoir les mêmes avantages que cités précédemment, c'est-à-dire un seul assureur, une gestion optimale des sinistres et l'uniformité du contrat, puisque je n'ai pas développé tout à l'heure, mais quand on dit uniformité, ça veut dire qu'elles vont bénéficier exactement des mêmes limites que la police master, qui sont généralement négociées plus importantes, des mêmes conditions, donc au niveau des franchises, etc. Donc vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la vision du risk manager, elle est optimale, quoi. Tout le monde est logé à la même enseigne, si je peux me permettre. Au niveau de l'inconvénient sur cette solution-là, donc ça va être, comme ce sont des pays, comme c'est écrit, non admis autorisés, ça va être au niveau du reversement d'une éventuelle indemnité en cas de sinistre. C'est assez complexe à mettre en place puisque comme on n'a pas de police locale, quand on va, c'est un petit peu technique, mais quand on va procéder à notre ventilation de taxes lors de la mise en place de la master, il va falloir qu'on applique les bonnes taxes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que charge à l'assuré, donc à vous, au client, de calculer le montant de taxes dû pour le pays non admis autorisé. Et vous avez obligation de reverser ces taxes aux autorités locales compétentes. Voilà. Faute de quoi, un sinistre pourrait être refusé. On pourrait s'opposer à un refus de prise en garantie de l'assureur. Il faut bien l'avoir en tête. C'est pratique, mais derrière, il y a quand même pas mal de gestion à faire aussi de votre côté. Solution 4. Donc la solution 4, qui présente des avantages et des inconvénients. Niveau avantage, pour moi, c'est la plus confortable, puisque vous passez pour des pays qui sont non admis, non autorisés par une solution locale et en plus intégrée, ça veut dire auprès du réseau, donc comme je vous l'ai expliqué, de l'assureur de la police master. Donc encore une fois, ça vous permet une uniformité au niveau des garanties. Vous avez également, comme vous avez une police locale émise, le respect des législations locales. Et vous avez aussi et surtout l'émission des attestations dans la langue maternelle. Le gros inconvénient, évidemment, c'est le budget, puisque pour bénéficier de ça, c'est un petit peu la Rolls, on va dire, vous allez avoir des montants de prime minimum auxquels on ne pourra pas déroger. Voilà au niveau des différents montages programmes qui s'offrent à vous dans le cadre d'une filiale que vous auriez à l'étranger ou qui se créerait. Maintenant, on va passer sur la page suivante au fonctionnement d'un programme international en cas de sinistre.
Donc là, on vous a mis un schéma que je vais vous commenter pour vous aider à bien le comprendre. On va partir de la gauche avec le pavé en gris, qui représente, en gris un peu plus foncé, qui représente ce qu'on appelle la police master, donc émise en France. Donc cette police master va couvrir la France et toutes les filiales qui pourraient être présentes en France, et également, comme on l'a vu, les pays en libre prestation de services. Donc là, j'ai cité quelques noms pour vous donner des exemples. Donc ce sont les pays de l'espace économique européen, plus les pays non admis autorisés. Également, je vous ai indiqué quelques exemples. Donc tous ces pays-là, toutes ces filiales-là, vont bénéficier des limites et des franchises du programme. Après, on a vu sur les autres solutions qu'il était possible d'émettre des polices locales intégrées, ou on a utilisé un autre terme, en fait on a mis plusieurs termes pour que vous voyez les mots, mais après dans les définitions, c'est synonyme. C'est synonyme, intégré et réassuré, ça veut dire la même chose. Donc une police locale intégrée ou réassurée, ça veut dire émise auprès du réseau de l'assureur de la police master. Donc là, elle va bénéficier en premier lieu, qu'on soit dans le cadre d'un contrat dommage aux biens ou responsabilité civile des dirigeants, peu importe, des limites qui auront été négociées sur la police locale. Donc si on est dans un pays non admis, non autorisé, par exemple là j'avais mis le Maroc, au Maroc, on va indemniser le Maroc au maximum prévu par la police locale. En règle générale, en RC, on prévoit des limites à 1 million d'euros. Si le million est dépassé, on va pouvoir remonter, donc c'est d'où l'intérêt d'un montage programme, en dig deal. Donc ça veut dire différence de conditions, différence de limites. Donc si vous avez un sinistre, dans mon exemple du Maroc, à 3 millions d'euros, vous allez épuiser votre premier euro sur la police locale, et ensuite on va mobiliser la police master en deal, en différence de limites. Donc les 2 millions de différence seront payés depuis la police master. Dans le slide suivant, après on verra à qui. Là, vous aurez toutes les informations. Et ensuite, on a le cas des polices locales non intégrées. Donc ça, c'était ma solution 1. Donc lorsque vous laissez de l'autonomie à votre filiale pour gérer ces programmes d'assurance, si vous avez en France un contrat, vous pouvez lui faire bénéficier donc de cette fameuse dig deal que je viens de vous décrire. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est de bien récupérer la police locale émise, puisque comme ce n'est pas fait auprès de l'assureur, auprès du réseau de l'assureur de la master, il n'a aucune visibilité. Donc l'assureur a besoin quand même d'un minimum d'éléments et d'informations pour savoir ce qui est couvert déjà à minima en local. Si vous nous fournissez cette police-là, on peut mettre en place, donc négocier avec l'assureur de la dig deal. Voilà. Et enfin, après, il y a les polices qui sont non intégrées et sans dig deal, hein, c'est possible. Donc là, j'ai pris 2 exemples, j'ai pris le Chili et l'Australie. Donc ces polices-là, ces filiales-là, gèrent leur assurance et en toute autonomie et ne bénéficient pas de la dig deal de la police master. Si vous voulez, la dig deal, c'est en quelque sorte un filet qu'on met pour être sûr que les filiales aient à minima les mêmes bénéficient à minima des mêmes montants de garantie que la police master. Poursuit. Donc ce schéma-là vous permet, en fonction des différentes solutions qu'on vient juste de décrire, de bien comprendre qui va être indemnisé en cas de sinistre. C'est important de bien l'avoir en tête. Donc, en libre prestation de services, donc pour les pays de l'espace économique européen, il y a des accords existants et les assureurs sont autorisés à indemniser en direct les filiales. Donc, si vous êtes implanté en Allemagne ou en Portugal, vous avez un sinistre, on le couvre en LPS, donc sans émission de police locale. L'Allemagne, le Portugal ou les autres pays de l'espace économique européen pourront être indemnisés en direct par votre assureur français. Au niveau des polices locales intégrées, donc, qui vont être émises, je le répète, auprès du réseau de l'assureur de la master. Si on a de la dig deal, dans un premier temps, il faut bien déconnecter dans le montage la police locale. On va avoir la police locale qui va intervenir et qui va indemniser la filiale. Dans un deuxième temps, dans l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure du Maroc, on n'avait pas assez, on est remonté, donc je vous l'ai dit, sur la master en différence de limite. Par contre, il y a un petit astérix qui dit que si on est dans un pays non admis, non autorisé, comme c'est le cas du Maroc justement, ça va être la clause d'intérêt financier du contrat qui va être mobilisée. Et comme il est interdit pour
pour les assureurs d'envoyer des fonds dans les pays non admis, non autorisés, ce sera la maison mère, donc la France, qui sera indemnisée du reste. Donc le delta des 2 millions d'euros, c'est la France qui les toucherait. Ça va être la même chose pour les polices locales coordonnées. Donc on va avoir notre police locale en premier lieu qui va intervenir. Et si besoin de la DIL ou de la DIC, la DIC, par exemple, pour vous donner un exemple, vous êtes implanté dans un pays où il n'est pas d'usage, je veux dire n'importe quoi, de couvrir le risque bris de machine. Ça m'est arrivé, par exemple, en Corée du Sud, pour vous dire, en Corée du Sud, il y a un client, le bris de machine, ça fait partie des exclusions standards, c'est pas garanti. Bon, ben, on a couvert le sinistre depuis la police master en DIC, en différence de conditions. Donc là, même cas de figure, on va avoir la police locale qui va d'abord intervenir, qui va indemniser la filiale en direct. Et ensuite, on va remonter en DIC deal sur la master. Donc, si on est sur un pays où il est possible d'envoyer des fonds, il n'y aura pas de problème, ce sera fait. Si on est sur un pays non admis, non autorisé, comme pour ce qu'on a expliqué précédemment, ce sera la clause d'intérêt financier qui sera mobilisée et donc la maison mère. Et enfin, il nous reste les polices locales, donc non intégrées. Lorsque votre filiale gère en toute autonomie ses programmes d'assurance, bon, ben, ça se passe tout en local en fait. On a une police locale, donc c'est la filiale qui va gérer avec son assureur et qui sera indemnisée en local par son assureur local. Et enfin, on a les pays non admis. Donc là, ce sera encore une fois, c'était un petit focus, un petit rappel sur l'astérix qu'on a mis. Bien vous alerter sur ce fonctionnement-là. Lorsqu'on est dans un pays non admis, on ne peut pas envoyer de fonds. Donc je le répète une dernière fois, ce sera la maison mère qui sera indemnisée et non pas la filiale, suite à la mobilisation de la clause d'intérêt financier. Voilà. Donc, une fois qu'on a planté un petit peu le fonctionnement des différents programmes et les différentes possibilités que vous avez, alors parfois vous ne les avez pas, on est obligé de mettre en place certains types de polices. Parfois vous avez le choix, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, en termes de spécificité locale, on a certains pays qu'on appelle cash before cover, c'est-à-dire que pour que la garantie soit effective, il faut que la prime soit payée avant. Donc, c'est le cas du Japon, de l'Inde, de la Corée du Sud, du Kenya. Donc, c'est-à-dire que si votre échéance est au 1er janvier, il faut que la prime soit. Donc, en fait, ça demande de l'anticipation parce qu'il faut que la prime soit émise par l'assureur, adressée par le courtier, réglée par le client avant l'échéance. En tout état de cause, si on dépasse l'échéance et que la prime est réglée le 5 janvier par le client, les garanties seront effectives qu'à partir du 5. Donc, ça, c'est important à savoir. On a, alors je vais en bas à droite cette fois, on a un petit peu le même principe, mais c'est du sign before cover, c'est-à-dire que la police doit être signée avant prise d'effet des garanties. Donc, c'est aussi un peu contraignant parce qu'il faut que la police ait été émise. Et alors, les pays concernés ont l'habitude et du coup, ça fait partie de la réactivité des réseaux d'agir avant les échéances. Mais il faut vraiment que le client soit aussi réactif pour pouvoir signer la police et la retourner avant l'échéance. Ensuite, on a les pools obligatoires. Donc, ça, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est des structures d'assurance qui vont regrouper les assureurs afin d'obtenir une capacité d'assurance plus importante, enfin, en tout cas utile, pour un risque spécifique. Donc, on a par exemple le TRIA aux USA. C'est tout ce qui va couvrir les risques de terrorisme, ou le Consortio en Espagne pour les catastrophes naturelles et le terrorisme également. Donc là, on a des pools locaux auxquels vous pouvez, alors dans certains pays, décider d'adhérer ou non, et dans d'autres, c'est obligatoire, comme on a le GAREAT en France. Le GAREAT, c'est la partie, c'est le pool qui va couvrir le terrorisme en France. Et ensuite, on a les pays tarifs. Donc, c'est les pays dans lesquels les négociations, en fait, sont globalement pas possibles. Et c'est le pays qui va définir un taux de prime qui lui-même sera défini par le régulateur local. Et donc, on va prendre sans négociation possible et répercuter au client. Donc, pour exemple, on a la Workers' Compensation aux USA ou le tremblement de terre en Turquie. Les primes sont définies par le régulateur, elles nous sont adressées et on les répercute telles quelles à l'assuré, sans possibilité de négociation aucune.
Donc, il y a d'autres spécificités après, parfois, ça, c'est des spécificités en fait qui sont globales et qu'on va retrouver dans plusieurs catégories de pays. Et puis après, on a certains pays qui vont avoir une spécificité particulière. Donc, on n'est pas rentré dans ce détail, sinon le webinaire aurait pu durer toute l'après-midi. Mais là, c'est pour vous donner une idée en fait des impératifs un peu qu'on a lorsqu'on décide de mettre de l'assurance en place à l'international. Donc ensuite, donc Amélie vous a présenté un petit peu quelles étaient les possibilités de structure des programmes internationaux. En fait, il y a des avantages à mettre un programme international et les principales sont d'abord la vision d'ensemble du risque. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise qui va décider de déployer un programme international va pouvoir piloter l'intégralité des couvertures de ses filiales à travers le monde depuis la France. Donc, en général, on a un service spécifique assurance ou risque management qui va être en charge de ce déploiement-là et qui va pouvoir suivre tout au long de la vie de l'entreprise l'évolution des couvertures. Donc, ça donne beaucoup de visibilité au siège. Ensuite, ça permet également d'uniformiser les couvertures pour l'ensemble des filiales. C'est-à-dire que vous mettez en place ce programme et la totalité des couvertures vont être les mêmes pour l'ensemble des entités à travers le monde. Ça permet d'éviter, en fonction de la maturité de certains pays en termes d'assurance, ça permet d'éviter en fait d'avoir des gros décalages. On a des pays qui sont très avancés. Nous, en France, on est un pays qui est particulièrement avancé en termes d'assurance. On a beaucoup de garanties différentes qui peuvent exister pour couvrir une multitude d'événements qui pourraient arriver. Il y a certains pays où ne sont encore pas là et du coup, le fait de déployer un programme va permettre de donner toutes ces garanties, les garanties identiques à toutes les entités, soit par le biais de la police locale, soit par le biais de la master qui va intervenir en différence de conditions ou différence de limites, comme le disait Amélie tout à l'heure. Un autre avantage, c'est également d'optimiser les coûts, puisqu'on va aller acheter sur le marché de l'assurance une plus grosse capacité pour couvrir la totalité des entités. Et donc, qui dit plus de couverture, dit optimisation des coûts. Ça, c'est assez facile à comprendre. Et enfin, c'est toute la partie gestion des sinistres. Donc, dans le cadre d'un programme international, la gestion des sinistres va se faire soit localement, soit depuis la master en fonction du programme qu'on aura choisi de mettre en place. Mais le suivi, alors on le verra juste après ou peut-être 2-3 slides plus tard sur comment fonctionne réellement la communication et les flux entre les différentes parties prenantes au programme international. Mais on verra qu'en fait, il y a une remontée d'informations qui est faite sur la partie contrat, mais également sur la partie sinistre. Et du coup, ça donne encore de la visibilité au siège pour pouvoir maîtriser correctement les sinistres et faire un retour d'expérience aux autres entités qui pourraient en avoir besoin. Voilà les principaux avantages, les principaux d'ailleurs, avantages d'un programme à l'international. Voilà, donc ça, c'est la dernière partie dont je viens de vous parler à l'instant. Alors, je vais vous le résumer assez synthétiquement parce que quand on le regarde comme ça, il fait un petit peu peur, ce schéma. Donc, en fait, vous avez au cœur du process le courtier, coordinateur. Donc, pour l'exemple d'une entreprise dont le siège est en France et qui va se déployer dans plusieurs pays à l'international, l'idée, c'est de s'allier avec un courtier coordinateur qui va être un petit peu le pilote dans l'avion et qui va déployer le programme. Alors, il va déployer le programme d'abord selon les instructions de la maison mère. Donc, le courtier va définir avec le client les grands axes et surtout les grandes instructions que le client aura de dire je veux couvrir tel et tel pays de telle manière. Et le courtier coordinateur va dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Là, je vous propose cette solution et dans ce pays, je vous propose plutôt celle-là. Ensuite, donc le courtier va aller chercher sur le marché de l'assurance l'assureur qui va pouvoir répondre à la demande. Et une fois l'assureur sélectionné, donc c'est un assureur évidemment qui a un réseau à l'international pour pouvoir accompagner le déploiement. Et donc le courtier, après avoir discuté avec le client, va discuter avec l'assureur. Et puis en face de ça, ça c'est au niveau de la maison mère, en face on a les différentes filiales
Donc, on a le correspondant du courtier coordinateur. Donc, nous, on a notre réseau dans différents pays qui va donc discuter avec nous. On va dire, voilà, il faut déployer dans tel pays une police qui doit reprendre telle et telle garantie. On liste, on envoie en fait des networks qui permettent au courtier local de mettre en place la solution et il va la mettre en place avec l'assureur local qui, lui, sera le partenaire de l'assureur coordinateur. On a déjà double vérification qui est faite. Et le courtier local va aussi discuter avec la filiale locale en disant, voilà, votre maison mère en France a demandé au courtier coordinateur de mettre en place une filiale. Je suis votre interlocuteur, une police, pardon, je suis votre interlocuteur et voilà ce que je mets en place. La maison mère va aussi discuter avec sa filiale et donc la filiale, elle aura les deux informations par le courtier local, par sa maison mère. Et en fait, on voit que à travers tous les échanges et tous les flux, la boucle est bouclée puisque tout le monde presque parle avec tout le monde ou par un interlocuteur intermédiaire, mais en tout cas, tout est vérifié. Donc, la filiale locale aura forcément une police qui correspondra aux demandes de la maison mère. Ce sera passé par le courtier coordinateur et par l'assureur coordinateur, et ça remontera par l'assureur local, le courtier local, jusqu'à la filiale. Donc, en fait, on voit que c'est un processus qui sécurise en fait tous les différents flux et les différentes polices qui pourront être mises en place. Et ça, c'est valable également pour la partie gestion de la police une fois que le programme est mis en place et la gestion des sinistres. Voilà dans les grandes lignes. Donc, en annexe, je pense que la présentation va vous être envoyée. Donc, en annexe, on a repris les listes des pays qui sont soumis à sanctions, donc à date. Je pense qu'il y a quelque chose à rajouter là-dessus. Non, si ce n'est que vous pouvez être surpris de voir certains pays comme la Tunisie ou Hong Kong. Notre liste est un peu plus large parce qu'elle comprend également la liste des pays de l'ONU, comme vous pouvez le voir. Combinaison des listes ONU, Union européenne et États-Unis. Voilà. Et ensuite, on a repris également, pour information, les principales limites de responsabilité des transporteurs. Non exhaustif, mais ça vous donnera un ordre d'idée des limites qu'on a évoquées tout à l'heure et de l'intérêt d'un contrat d'assurance marchandises transportées pour pallier à ces fameuses limites. Et ces deux documents en annexe sont des documents en fait qui évoluent. Donc la liste des pays sous embargo, elle évolue en fonction de l'actualité et les principales limites évoluent aussi assez régulièrement selon un indice, c'est ça, Magali? Non, en fait, c'est la réforme. En fait, il peut y avoir, par exemple, le contrat type en France il y a eu une refonte en 2017. Donc, les limites étaient plus faibles avant. Depuis 2017, elles ont changé. Il y a eu aussi un changement de la convention qui régit le transport aérien en 2019. Donc, après, ça évolue pas tout le temps non plus. Mais ça peut de temps en temps. Voilà, donc ah oui, on a repris également, pardon, en annexe les incoterms. La dernière version, la version 2020, et d'ailleurs, c'est un document CCI que j'avais eu dans le cadre d'une formation, donc, qui synthétise la notion de transfert de risque et de coûts et de qui, entre l'acheteur et le vendeur, supporte les risques et les coûts et l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour le CIP et pour le CIF. Donc, on va vous laisser poser des questions si vous en avez et si on peut y répondre, ce sera avec plaisir. Je crois qu'on est à peu près dans le timing. Oui, c'est ça, timing parfait. Merci beaucoup, mesdames. Donc, si vous avez des questions au niveau des participants, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras, vos micros et vous avez donc mesdames Bourbon, Manouvrier et Leclerc pour vous répondre. Alors, soit on a été très très clair, soit on a été tout le monde. pas clair, on a perdu tout le monde. On préférerait Après, juste petite précision, vous pouvez aussi avoir des questions qui vont vous venir un peu plus tard parce que là, il faut digérer un petit peu tout la tonne d'informations qu'on vous a donnée. Il y a un gros jargon assurance qu'il faut aussi vous approprier pour ceux qui ne sont pas familiers avec les différents termes qu'on a utilisés. Donc, on a essayé d'être le plus euh, pédagogue possible. Mais voilà, si vous avez des questions qui arriveraient après, n'hésitez pas à nous les faire passer. On pourra y répondre avec plaisir.
également. Apparemment, ça a été plutôt clair, j'ai l'impression. Donc on a des remerciements pour la présentation qui arrivent dans la conversation. On va attendre quelques minutes, peut-être qu'il y en a qui vont arriver au niveau des questions. Alors, donc Margot Goelinger, oui, donc nous vous enverrons donc la présentation et il y aura peut-être un replay qui sera disponible sur nos sites. Nous attendons confirmation. Donc nous vous tiendrons informés à ce moment-là. Donc ne vous inquiétez pas, donc il y aura bien le support qui sera diffusé. Au moins donc le support en version PDF. Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions de la part des participants, donc nous pensons que ça a dû être très clair pour eux. Puis On naturellement, espère. donc avec le support, vos contacts, donc ce sera facile pour eux de vous recontacter. Nous mettrons également donc nos contacts pour qu'ils puissent, si jamais, aussi nous poser leurs questions. Donc, mesdames, merci beaucoup en tous les cas pour cette présentation très claire, très complète. Je pense que les entreprises ont maintenant une meilleure vue d'ensemble sur le sujet, sachant que donc ce webinaire a été créé donc en collaboration sur CCI WTW. Donc, merci beaucoup. Nadia, un petit mot? Oui, merci mesdames et merci à l'ensemble des participants. On espère que ces apports vous ont effectivement ouvert d'autres champs des possibles dans le monde du risque de l'assurance à l'international et puis à votre disposition pour toute question que vous aurez au fil de l'eau. Et bonne continuation et bonne journée à tous et à toutes. Merci à tous pour votre attention. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne Au fin de revoir. journée. Au revoir.